Dans ce paragraphe, nous allons faire le lien entre les matrices inversibles et les isomorphismes. Donc, premier résultat, on suppose que les deux espaces vectoriels E et F sont de même dimension, et on se donne F une application linéaire de E vers F. Donc on les suppose de même dimension, parce qu'on a vu que si F est un isomorphisme, on avait comme condition nécessaire que dim de E égale dim de F. Et donc, on va montrer l'équivalence. F est un isomorphisme si et seulement si la matrice de F dans les bases B et C est inversible. Donc ici, les bases B et C, c'est n'importe quelle base de E et de F. Et donc dans ce cas, la matrice inverse de A, ça va être la matrice de F-1, c'est-à-dire de la bijection réciproque de F. Donc une matrice inversible, c'est la matrice qui représente un isomorphisme, et l'inverse d'une matrice, c'est la matrice d'une bijection réciproque. Donc on donne une interprétation aux matrices inversibles et aux matrices inverses. Donc la démonstration. On se donne une application linéaire de E vers F et on suppose que la dimension de E, c'est la dimension de F. Donc on se donne une famille de vecteurs E1 jusqu'à EP, qui est une base de E, et epsilon1 jusqu'à epsilon n, qui est une base de F. Alors ici, une petite erreur, c'est n ici, puisqu'on a supposé que dimension de E égale dimension de F. Et donc, on note A, la matrice de F, dans les bases B et C. Et donc, comme la dimension de E est égale à la dimension de F, A est une matrice carrée, donc elle est dans un n de K, où n c'est la dimension de E et la dimension de F. Et donc on va montrer que F est un isomorphisme si et seulement si A est inversible. Donc par double implication, on suppose que F est un isomorphisme. Donc comme F est bijective, elle admet une fonction réciproque f-1 de F vers E. Et comme F est linéaire, on a déjà montré que f-1 était linéaire. Donc on appelle B sa matrice représentative par rapport à C et B. Donc on met C comme base au départ et B à l'arrivée. Donc par définition d'une fonction réciproque, on sait que f rond f-1 et f-1 rond f, ça fait l'identité de E et de f ici. Et donc, d'après le théorème qui relie composé et produit matriciel, donc ici, on dit que ces deux applications linéaires sont égales, donc elles sont représentées par la même matrice. Donc ce sont deux endomorphismes de f. Donc si on les représente dans la base C, la matrice qui représente l'application identité, c'est la matrice identité. Et la matrice qui représente f rond f-1, c'est le produit de la matrice qui représente f par la matrice qui représente f-1, c'est-à-dire c'est AB. Donc cette écriture s'écrit AB égale IN. Et ici de même, BA égale IN. Donc on reconnaît la définition de A est inversible, et son inverse, c'est la matrice B. Donc on a bien montré que A était inversible, et on a montré la formule finale. A-1 égale B, ça dit que l'inverse de la matrice de F, c'est la matrice de F-1. Donc ici c'est l'inverse d'une matrice, ici c'est l'inverse d'une fonction. Et donc là on voit que les bases B et C, on n'a fait aucune hypothèse dessus, donc c'est vrai dans n'importe quelle base. Alors réciproquement, on suppose que A est inversible, et on va montrer que F est un isomorphisme. Donc F, elle est supposée linéaire dans toute la démonstration. Ensuite, on définit une application G qui va de F dans E par sa représentation matricielle. Donc la matrice A-1 qui est l'inverse de A, qui est bien définie parce que A est inversible. On a vu que toute matrice carrée définit une application linéaire. Donc ici, A-1 définit une application linéaire qu'on appelle G. On choisit de mettre C comme base pour F et B comme base pour E. Alors, comme A fois A-1 ça fait IN et A-1 fois A ça fait IN, ici, d'après le théorème qui relie produit matriciel et composition, la matrice A-1, c'est la matrice de F rongé dans la base C. Alors là, j'ai mis qu'une seule base puisque c'est un endomorphisme. En fait, on peut mettre C, C si vous voulez. Et pareil ici, ça c'est la matrice de l'endomorphisme IDF, donc dans la base C au départ et à l'arrivée. Et pareil ici, c'est la matrice de G rond F qui est égale à la matrice de l'identité dans la base B.
Or, par unicité de la représentation matricielle dans une base, ici on a f rongé égale id, et ici on a g rond f égale id. Et donc d'après le cours sur les applications, f est inversible pour la loi de composition, donc elle est bijective. Et comme elle était linéaire, on a bien montré que c'était un isomorphisme. Et donc dans ce sens-là, on a fixé les bases B et C, donc on voit que si c'est vrai pour une base B et une base C, alors f est un isomorphisme, et d'après la réciproque, ça devient vrai pour toutes les bases. Donc le théorème est démontré. Alors si on fait le cas particulier d'un endomorphisme, c'est-à-dire que E est égal à F, on obtient que F est un automorphisme si et seulement si sa matrice dans une base B est inversible. Et puis la même formule. Alors, et on peut montrer facilement que la matrice de f puissance p, c'est la matrice de f à la puissance p. Donc on le savait pour un entier positif, c'est le paragraphe précédent. Pour p égale moins 1, c'est la formule qui est là. Et après, par récurrence, on montre que c'est vrai pour tous les entiers relatifs. Donc ceci, première interprétation, donc une matrice inversible est une matrice qui représente un isomorphisme. On va voir une deuxième interprétation pour des familles de vecteurs. Donc on suppose que E est de dimension n, et on se donne n vecteurs de E. Donc on va montrer que U1UN est une base de E, si et seulement si la matrice qui représente cette famille est inversible. Donc c'est le corollaire 13. Donc on suppose que la dimension de E c'est n, et que la famille U1UN est une famille quelconque de vecteurs. Et on se donne toujours B égale E1UN, une base de E. Alors de gauche à droite, donc on suppose ici que la famille U1UN est une base de E. Donc on appelle A sa matrice représentative dans la base B. Et on va montrer que cette matrice est inversible. Alors l'idée c'est de passer par le théorème précédent qui lui n'utilise pas une famille de vecteurs mais une application linéaire. Donc on va voir A d'une autre façon. Donc A est une matrice carrée de taille d'ordre n et E est de dimension n. Donc A définit un unique endomorphisme qu'on appelle F dans la base B. Donc c'est-à-dire que les colonnes de A c'est les vecteurs f de 1 jusqu'à f de n, et ceci on a expliqué au début du chapitre que ça vous définit un unique endomorphisme petit f. Et on a aussi dit que A ça représentait la famille de vecteurs U1 UN dans la base B. Donc pareil, les colonnes de A c'est les coordonnées de U1 UN dans la base B. Et ici c'est aussi dans la base B puisqu'on a pris un endomorphisme, donc on prend la base B au départ et à l'arrivée. Donc comme les colonnes représentent des vecteurs dans la même base, c'est que ces vecteurs sont égaux. Donc on en déduit que f de 1 égale u1 et f de n égale un. Et on a supposé que u1 un est une base. Donc la famille f de 1 jusqu'à f de fn est une base de E. D'après le chapitre 17, si une application linéaire transforme une base en une base, c'est que c'est un isomorphisme. Alors ici, comme ça va de E dans E, on peut dire que f est un automorphisme. Et d'après le théorème précédent, si f est un automorphisme, sa matrice représentative est inversible, donc A est inversible. Réciproquement, on suppose que A est inversible et on va montrer que la famille U1 jusqu'à UN est une base de E. Donc de même que précédemment, cette matrice A vous définit un endomorphisme de E, qui est représenté par A dans la base B. Comme A est inversible, le théorème 12 nous donne que F est un automorphisme. Et donc comme F est un automorphisme, il transforme une base en une base. Donc en particulier, la famille f de 1 jusqu'à f de n est une base de E. Et comme précédemment, f de 1 c'est U1, f de 2 c'est U2, f de n c'est UN. Donc en fait, on a bien montré que la famille U1-UN est une base de E. Donc c'est une deuxième façon de voir une matrice inversible. C'est une matrice dont les colonnes forment une base. Alors on va souvent utiliser la contraposée. Une matrice dont les colonnes sont liées va être une matrice qui n'est pas inversible. Donc on va souvent faire le raisonnement suivant. On prend une matrice carrée. Donc ces colonnes, ça vous forme des vecteurs U1, UN.
on va dire qu'ils sont représentés par A dans la base canonique de K puissance n, puisque comme A a n lignes, U1, UN vont avoir n coordonnées. Et donc K puissance n, dans la base canonique, les coordonnées sont égales aux composantes. Donc on a ça. Alors, A est inversible. Donc d'après le corollaire, si et seulement si la famille U1UN est une base de K puissance n. Mais comme K puissance n est de dimension n, et comme cette famille a n vecteurs, c'est équivalent à dire qu'elle est libre, puisqu'elle est déjà maximale. Et comme les vecteurs U1UN sont les colonnes de A, on obtient que A est inversible si et seulement si ces colonnes forment une famille libre. Donc maintenant, on sait dire à l'œil nu, comme ça, qu'une matrice est inversible ou ne l'est pas, sans avoir à utiliser le pivot de Gauss et à éventuellement calculer son inverse. Ça devient visuel. Donc première matrice toute simple, une matrice de 2, je vois qu'elle est inversible, puisque ces deux colonnes sont 1, 2 et 2, 1, elles sont non proportionnelles, donc elles forment une famille libre. La grande matrice qui est là, donc en fait il y a des 1 comme ça tout autour, et à l'intérieur c'est des 0 partout. Donc on a déjà vu que le fait qu'il y ait plein de 0, ça ne nous informe pas si elle est inversible ou pas. Par contre, il faut remarquer que la deuxième et la troisième colonne sont égales. Donc la famille des colonnes de A est une famille liée, et donc on peut dire comme ça, sans calcul, que A n'est pas inversible. Et donc on en déduit qu'une matrice dont une colonne est nulle n'est pas inversible, ou si une colonne s'exprime comme une combinaison linéaire des autres, et bien cette matrice n'est toujours pas inversible. Donc ça, ce sont des résultats qu'on avait vus dans le chapitre de calcul matriciel qui était difficile à démontrer. Donc ici, ça découle tout simplement des propriétés des familles libres.